Le cinéma chinois est-il en train de rattraper le cinéma américain? C'est une question qu'on se pose depuis quelques années et le succès historique d'un film très particulier vient peut-être de nous donner la réponse. La rédaction décline toute responsabilité en cas de prononciation foireuse. Les habitués de la chaîne savent que cet individu a déjà maltraité beaucoup de films américains. Le risque de récidive sur des films chinois est très élevé. Bonjour et bonne année du serpent à tous les Chinois qui nous regardent. Le nouvel an chinois, c'était le 29 janvier 2025 et c'est aussi une date importante pour les cinéphiles locaux ou pour les cinéphiles tout court. Aux États-Unis, les périodes où le plus d'argent est brassé sont le cœur de l'été et fin décembre, grosso modo la période des vacances. En Chine, c'est très différent. Il y a un créneau où les plus gros blockbusters de l'année sortent et c'est celui-ci. Communément appelé Nouvel An chinois, le Nouvel An lunaire ou fête du printemps est célébré bien au-delà des frontières de la Chine. Durant ce congé, les Chinois se ruent en salle pour voir les super productions locales les plus ambitieuses, la plupart taillées pour tout dévaster sur cette première semaine de l'an, et ça arrive de plus en plus souvent. Si on fait cette vidéo, c'est parce que le Nouvel An chinois de cette année a fait fort, a fait très fort. Le total des revenus engendrés en Chine continentale a atteint les 9,51 milliards de yuan sur la semaine, soit l'équivalent de 1,3 milliard de dollars américains du 28 janvier au 4 février. C'est bien simple, l'édition 2025 a explosé le record précédent qui était de 8,02 milliards de yuan. Selon la plateforme de vente Maiyuan, il s'est écoulé 187 millions d'entrées, soit plus que le total français pour l'intégralité de l'année 2024. On ne parle pas d'un ou de deux gros films, mais de véritables blockbusters sortis le même jour qui, en termes de budget et de grands spectacles, n'ont pas grand-chose à envier à leurs cousins américains, quand bien même ils ne sortent pas ou peu en Europe. Donc revenons sur les 4 premiers films au box-office du Nouvel An chinois de cette année. À la 4e place, on a Legend of the Condor Heroes, réalisé par le légendaire Tsui Hark, cinéaste emblématique de la nouvelle vague hongkongaise qui participe largement à l'industrie chinoise depuis la rétrocession. Ça semble être un détail, mais ça aura de l'importance plus tard. À la 3e place, on a Creations of the God 2, deuxième volet d'une trilogie dotée d'un budget de 3 milliards de yuan, soit 415 millions de dollars. Sur la semaine d'exploitation, il a rapporté l'équivalent de 137 millions de dollars. Le deuxième et le 4e volet de la très populaire saga détective Chinatown, qui a rapporté l'équivalent de 313 millions de dollars sur cette seule semaine, ce qui fait plus que Captain America 4 après 2 week-ends d'exploitation dans le monde entier. Mais évidemment, le film de tous les records, c'est Neza 2, je ne sais pas comment ça se prononce. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler et c'est normal, car le premier n'est même jamais sorti en France. Pourtant, cette suite du film d'animation est en train d'atomiser le box-office non seulement chinois, mais carrément mondial. En quelques jours donc, elle a engendré 4,84 milliards de yuan, soit 665,6 millions de dollars. À l'époque, le vendeur de tickets Maiyuan, qui rapporte ces chiffres, tablait sur un score final aux alentours de 1,2 milliard de dollars, ce qui en ferait le premier film chinois à dépasser cette barre symbolique et le ferait exploser un nombre affolant de records. Quand j'écris cette vidéo, nous sommes le 24 février, il est 16h02, Déborah en est à son 7e café et Neza 2 approche les 1,9 milliard de dollars au box-office mondial, dont 1,87 milliard en Chine, selon Maiyuan. Ces derniers jours, il est devenu le plus gros film d'animation de tous les temps, devant un Vice Versa 2 qui n'a donc pas gardé son titre très longtemps. Et c'est le 8e plus gros succès de tous les temps, devant donc Vice Versa 2, et derrière un Spider-Man No Way Home sur lequel il devrait bientôt passer un coup d'insecticide. Le 20 février, le vendeur estimait que Neza 2 allait dépasser les 2 milliards de dollars, un score que seuls 6 films, ça c'est 6 films, sont parvenus à atteindre. Avengers Infinity War, Star Wars 7, Titanic, Avatar 2, Avengers Endgame et Avatar. Plus précisément, Deadline estime son score final à 2,08 milliards de dollars, soit la 5e place, juste devant Star Wars 7. Mais bon, à ce stade, c'est difficile de vraiment prendre les paris. On pourrait croire que les 2,2 milliards de Titanic sont inaccessibles, mais les passagers du Titanic justement pensaient qu'ils traverseraient l'Atlantique sans se mouiller les orteils, et on a vu ce que ça a donné. Alors c'est évidemment un tour de force économique, car Neza 2 aurait coûté l'équivalent de 80 millions de dollars, soit probablement le budget coiffure de Vin Diesel sur le dernier Fast and Furious. Pour l'anecdote, il a le même budget que Madame Web. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information.
Mais c'est surtout une énorme victoire symbolique et l'ultime preuve d'une économie mondiale du cinéma drastiquement en train de changer. Parce que le plus fou avec Neza 2, c'est qu'il a remporté la quasi-intégralité de cette somme sur un seul territoire. Pour donner un ordre d'idée, jusqu'ici le film qui avait gagné le plus d'argent sur un seul territoire, c'était Star Wars 7 avec 936,6 millions au box-office américain, soit plus de 2 fois moins. Contrairement à leurs concurrents américains, les blockbusters chinois n'ont plus besoin du box-office international pour s'imposer. La comparaison avec le cinéma hollywoodien ne sert pas seulement à se faire une idée pour nous, pauvres occidentaux biberonnés aux productions Disney. En effet, l'industrie chinoise s'est émancipée de l'influence américaine. Le gouvernement chinois n'autorise pas tous les films étrangers à sortir sur place, mais dans les années 2010, il y a eu un certain relâchement, et surtout l'émergence de grosses boîtes prêtes à faire le pont entre les deux territoires, comme Tencent Pictures par exemple, c'est le plus connu. Les studios américains se sont alors vite rendus compte qu'il y avait de la maille à se faire, et bah oui, à Avengers 2 il avait amassé 240 millions de dollars et Fast and Furious y cartonnait. Est arrivée donc l'ère des coproductions plus ou moins maquillées, des personnages chinois qui s'incrustent parmi les héros et des climax qui se déroulent en Chine. Ils sont même allés jusqu'à mettre Matt Damon sur la Grande Muraille. Résultat, à cette période, le box-office chinois était régulièrement dominé par les grosses productions américaines, qui parfois marchaient d'ailleurs bien mieux en Chine qu'aux États-Unis, comme Monster Hunter, En eau trouble ou même Warcraft, qui a récolté la moitié de ses recettes. Le carton historique d'Avengers Endgame lui doit d'ailleurs beaucoup, avec 613 millions de dollars récoltés sur place. Pour un studio hollywoodien, c'était tout bénef. Bon ok, il suffit juste de prendre en compte le cahier des charges de la censure, de laisser les personnages non hétéros en arrière-plan pour pouvoir les couper tranquillou au montage, et surtout pas émettre la moindre critique du pouvoir et plus globalement éviter la moindre représentation de mouvements sociaux. Mais bon, ça vaut bien quelques centaines de millions. Le cycle de vie d'un producteur hollywoodien était alors plutôt sain, vous sortez de votre grand discours sur l'égalité aux Oscars, vous coupez toute mention de contestation sur vos films pour la sortie chinoise, et on recommence. Et puis sont venues les années 2020, 2021 et 2022. Les films hollywoodiens ont eu beaucoup plus de mal à se faire une place en Chine. Outre le Covid, le gouvernement chinois s'est appuyé sur des déclarations d'artistes pour justifier, par exemple, l'éviction des productions Marvel. Et même quand ça s'est tassé, le studio a privé Spider-Man No Way Home de sortie salle parce qu'il refusait de couper la statue de la liberté du climax. En réalité, c'est surtout que cette période marquait le 100e anniversaire du parti et le 20e congrès national du Parti communiste chinois, et que c'était l'occasion parfaite pour faire un peu de place sur le marché. En parallèle, cela faisait déjà plusieurs années que l'industrie chinoise se développait. Au cours de la deuxième partie des années 2010, le pays a énormément développé son cinéma. En 2016, le pays célébrait sa place de numéro 1 mondial en termes de nombre d'écrans, avec plus de 40 000 salles, dont 85% équipées en 3D. Les gros blockbusters locaux sont montés en puissance. The Mermaid de Stephen Chow, premier film chinois à dépasser les 500 millions de dollars en 2016, Wildfire 2 qui a dépassé les 700 millions en 2017, Opération Red Sea en 2018 et Neza 1 en 2019, premier film d'animation à dépasser les 700 millions sur un seul marché, dépassant Avengers Endgame au classement annuel. À chaque fois, un gros film qui débarque au Nouvel An chinois et vient titiller de plus en plus franchement les plus grosses sommes du box-office américain. Les médias occidentaux en parlaient assez peu, mais étaient en train de naître une autre méga industrie du divertissement. Et puis, les 3 années 2020, 2021, 2022, la stratégie est entrée dans sa dernière phase. L'administration faisait part de son souhait d'étendre à 100 000 écrans le parc, alors que les États-Unis en perdaient alors 2000, d'encourager au maximum la production locale, de calibrer les sujets et les genres en fonction des valeurs chinoises, et commencer à attaquer les autres marchés, d'ordinaire si hermétiques aux œuvres grand public chinoises. Et ils ont enfoncé le clou avec un symbole fort, la commande par le département de propagande d'un film pour commémorer les 100 ans du Parti communiste chinois. Ce film, c'est The Battle at Lake Changjing, qui est alors devenu le plus gros carton d'un film chinois, avec quasiment 900 millions de dollars de recettes, ce qui l'a placé à la 2e place du box-office mondial de 2021, derrière Spider-Man No Way Home. Il était détenteur du titre, donc jusqu'à ce que Neza 2 prenne le relais et marque le triomphe du modèle cinématographique chinois. Depuis, Hollywood et Marvel sont parvenus à revenir un peu sur les terres chinoises, mais ils ne font plus du tout autant recettes. Les productions locales, en revanche, font un triomphe. Et après une année 2024 en recul, elles font de l'année 2025 une année historique, notamment grâce à des suites et à des adaptations de sagas qui sont désormais parvenus à s'immiscer dans l'imaginaire collectif chinois, comme les films américains en fait. En quelques années, ceux-ci ont été remplacés par les grosses productions locales et elles ne vont pas s'arrêter là. Clairement, la montée en puissance de ce cinéma-là pousse des distributeurs à proposer des films dans de plus en plus de territoires. Cette année sortent tout de même en France 2 films issus de ce nouvel an, Creations of the Gods 2 et Legend of the Condor Heroes, des films d'ailleurs tous les deux plutôt divertissants, et je le sais car on a été invité non pas aux projections presse,
mais à des sortes d'avant-premières en grande pompe, où on m'a offert tout un tas de goodies, de boissons locales à cet adorable serpent qui constitue à ce jour le plus gros pot de vin qu'on m'ait jamais versé à la projection d'un film, donc merci. L'avant-première de Creation of the Gods, organisée par le distributeur A-Light Pictures qui échange des films européens et chinois, débutait même par une visio, avec ce que j'ai deviné être l'équipe du film, parce que j'étais en retard, et un spot touristique pour la Chine. Voilà, je veux bien aller critiquer les films du prochain Nouvel An chinois si on me paye si on me paye le trajet. Voilà, bon entendeur. Alors bien sûr, les films chinois restent majoritairement confidentiels et principalement vus par les diasporas chinoises. Aux États-Unis, Neza 2 est sorti dans seulement 800 salles pour son premier week-end, où il a récolté 4,3 millions de dollars quand même. Mais avec un peu plus de médiatisation, le grand public pourrait se rendre compte aussi qu'en termes de qualité de production et de grands spectacles, Hollywood ne détient plus un monopole. On dira ce qu'on veut, mais moi je préfère ça à ça. Outre l'intrusion dans le top 10 mondial des blockbusters chinois, ce qui se joue, c'est bien la perte de ce monopole. Depuis les années 50 et l'explosion du modèle hollywoodien, le cinéma hollywoodien a toujours été pour les Américains un moyen d'affirmer leur soft power. The 4th of July will no longer be known as an American holiday, but as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night. Cela fait des dizaines d'années qu'ils l'utilisent pour véhiculer leurs valeurs, leurs velléités politiques et sociales, leur propagande à eux aussi parfois, hein. C'est l'une des composantes de leur puissance, hein, au même titre que l'économie ou je sais pas quoi d'autre. Pardon. Ah oui, pardon. Le cinéma de divertissement, c'est pas politique, on veut juste poser notre cerveau. Bon bref, ce soft power est désormais défié par le soft power chinois, c'est une stratégie transparente, hein. En 2021, le plan de gouvernement affirmait vouloir construire un pouvoir culturel fort d'ici 2035, un plan qui ne sera achevé qu'en laissant le gouvernement diriger chaque aspect de la production cinématographique. Les films qui, je cite, font l'éloge du parti, de la mère patrie, du peuple et des héros afin de transmettre les gènes rouges et perpétuer la lignée du parti sont privilégiés, et sur le plan technologique, le plan prévoit de tout miser sur les innovations et de, je cite encore, briser les monopoles technologiques étrangers. Quant aux studios, ils sont encouragés à explorer le marché international à travers l'investissement, les fusions-acquisitions, les coopérations et autres moyens. Bref, le cinéma chinois surpuissant est désormais une arme au service du parti afin de reconquérir certains terrains culturels dominés par l'hégémonie américaine. Et en effet, les grandes légendes locales sont largement à l'honneur, tant et si bien que Creation of the Gods et Neza sont adaptés de la même œuvre, hein, l'investiture des dieux, alors ils sont sortis le même jour. Quant au personnage de Neza, il s'agit d'un des personnages les plus populaires de la culture chinoise. Et oui, certains de ces films sont parfois écœurants de propagande. Les exemples sont légion, alors bien sûr il y a Battle at Lake Changjing, hein, d'autant plus terrible qu'il est co-réalisé par Tsui Hark, autrefois à la tête du vent de liberté qui circulait à Hong Kong. J'avais eu aussi beaucoup de mal à critiquer le méga carton Full River Red, réalisé par Yang Zimu, hein, un autre cinéaste coopté par le gouvernement chinois, car son intrigue de whodunit historique est franchement assez jouissive, jusqu'à un dernier acte qui déballe le narratif de la Chine unie, que beaucoup ont évidemment lié avec la situation à Taïwan. Il y a aussi The 800, un film de guerre très épique et très américain finalement dans l'idée, car le regarder avec ou sans la fiche Wikipédia de l'événement qu'il relate, c'est deux expériences qui sont très différentes. Ah pardon, excuse-moi. Ah oui, arrêtez de poétiser, les films, c'est que du divertissement, rien d'autre. En 2025, en tout cas, l'enjeu est fort. On voit mal qui pourrait dépasser Neza 2, à part Avatar 3 en fin d'année. Si le film de James Cameron fait un peu moins bien que les précédents, la Chine pourrait pour la première fois dominer le classement mondial. Voilà, à la France de développer son soft power et d'investir 200 millions de dollars dans les Tuches 6, l'attaque des mousquetaires de l'espace, ou alors dans Antoine Desrues contre les zombies nymphomanes, je cherche encore une prod, hein, voilà. Pour nous permettre de nous imposer sur l'échiquier géopolitique mondial et d'imposer nos valeurs cinéphiles, vous pouvez vous abonner sur le site. Bon, l'état, si on peut survivre à la montée des IA chinoises et américaines, ça serait déjà pas mal. Pour plus de gros sous et de plans business de domination, je vous renvoie à notre vidéo sur Ryan Reynolds, le meilleur vendeur de tequila de l'univers. Salut!